J'ai lu un livre de développement personnel écrit pour tous ceux qui détestent le développement personnel et dès la première page, j'ai détesté ce livre. Il était payé des clopinettes dont la quasi-totalité passait dans la boisson. Les quelques sous qui lui restaient, il les claquait sur les champs de course. Le soir venu, il picolait tout seul et à l'occasion alignait péniblement quelques vers qu'il tapait sur sa vieille machine à écrire toute pourrie. Il lui arrivait régulièrement de se réveiller par terre après s'être endormi complètement pété. J'ai failli arrêter là parce que personnellement, je déteste ce style d'écriture qui au-delà d'être du langage parlé est assez grossier, voire à certains moments du livre complètement cru. Et puis la traduction qui doit pas lui rendre énormément justice. Je pense que les expressions qui sonnent cool en anglais sont un petit peu ridicules en français, enfin avec la traduction française tout du moins. Il y a des dizaines et des dizaines d'entre vous qui m'avaient recommandé ce livre, donc je voulais absolument le lire et comprendre l'engouement de ce livre est quand même best-seller du New York Times. Petite parenthèse, en général les gens qui craignent vachement ce que les autres pensent d'eux redoutent en fait par-dessus tout que ceci leur renvoie tout le mal qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et j'y avais jamais pensé de cette manière précisément. Et en réalité, c'est ce que j'ai apprécié dans ce livre. Comme pour tous les autres livres de développement personnel, il énonce des vérités qu'on connaît déjà, dont on n'a cependant pas spécialement activement conscience, mais il les tourne à 180 degrés. Quand la plupart des autres auteurs justifient avec l'explication pile de la pièce, Mark Manson, lui, la retourne pour justifier avec l'explication face de la pièce. Et je pense sincèrement que cette manière de penser, de justifier, de s'exprimer va beaucoup plus parler à certaines personnes. Tu te laisses porter et personnellement, j'ai peu à peu accepté que j'avais en face de moi un mec un peu bourrin qui écrit des trucs assez justes, sans langue de bois et sans peur de froisser notre ego et surtout en te regardant droit dans les yeux. Je vais pas décortiquer avec vous tout le livre parce que je vous invite évidemment à le lire, mais j'ai sélectionné certains passages qui vont vraiment résonner en moi, qui m'ont marqué. Je vais ajouter mes expériences personnelles en guise d'exemple à ces passages-là et j'espère sincèrement que ça pourra aussi résonner en vous et vous inspirer ou vous aider d'une certaine manière. Nos émotions ont évolué dans un seul but, nous aider à vivre et à nous reproduire un petit peu mieux. De la même manière que la douleur te fait sursauter quand tu touches une plaque électrique brûlante, le bourdon qui t'envahit quand tu te sens seul est là pour te dissuader de t'isoler. Les émotions fonctionnent elles aussi comme des signaux biologiques propres à mettre sur la voie d'un changement favorable. Les émotions négatives constituent un appel à l'action. Quand tu les éprouves, c'est que tu es censé faire quelque chose. Les émotions positives, au contraire, te récompensent d'avoir agi comme il faut. Je trouve cette approche super intéressante car au lieu de se morfondre sur son mal-être comme on a tendance à le faire, en tant qu'humain, ça nous permet déjà de prendre du recul pour l'identifier, ensuite de comprendre pourquoi, dans le sens biologique de la raison, on éprouve cette émotion, et enfin de réaliser que l'émotion négative est un indice qui nous permet de chercher la clé de notre bien-être. La prochaine fois que tu éprouves une émotion négative, déjà accepte-la parce que c'est tout à fait normal et humain, et une fois que tu as pleuré un bon coup, essaye de faire ce petit cheminement hyper terre à terre et raisonnable dans le premier sens du terme, parce que je suis sûre que ça peut t'aider à trouver les portes à ouvrir pour aller mieux. Ça aussi, ça m'a ouvert les yeux. D'où la récurrence et l'inévitabilité de nos problèmes. La nana que tu épouses est la nana avec laquelle tu te disputes. La maison que tu achètes est la maison que tu répares. Le job de tes rêves est le job qui te stresse. Toute action comporte un sacrifice associé. Tout ce qui te fait te sentir bien va à un moment te faire te sentir mal. Là, Mark Manson nous fait descendre de notre petit nuage. On prend la meilleure décision pour nous, on travaille dur, donc on s'attend à recevoir du positif en retour parce que c'est ce qui semble juste, non? Mais la vie n'est pas juste. Elle l'a jamais été, elle le sera jamais, elle n'est pas censée être juste. Et ça m'a en quelque sorte à la fois responsabilisée et ça m'a rassurée. Et le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est d'avoir un enfant. Tu rêves d'avoir un enfant. Quand tu apprends que tu es enceinte, tu es folle de joie, mais à l'accouchement, tu souffres sévère. Et je trouve que c'est mieux de savoir ça plutôt que d'avoir mal et de se dire que t'es pas censé souffrir parce que tu as pris la meilleure décision, parce que, encore une fois, tu as travaillé dur, etc., etc. C'est juste qu'en ayant fait le choix qui te convenait le mieux, eh ben, tu vas souffrir le moins. Mais on a toujours mal, c'est la vie, et je pense d'ailleurs que ça nous permet de mieux apprécier les moments où justement on se sent super bien et on va trop bien. Maintenant, une pensée vraiment chouette qui permet de justifier le titre du chapitre 2, Le bonheur est un problème. Au lieu de se demander qu'est-ce que j'attends de la vie, une question plus intéressante que la plupart des gens ne se posent jamais est quelle souffrance veux-tu dans ta vie? Pourquoi acceptes-tu de souffrir? Pourquoi
pourquoi es-tu prêt à en baver? Le bonheur est un travail toujours en cours parce que la résolution des problèmes est une tâche indéfiniment renouvelée. C'est en ce sens que ce livre a une approche complètement différente des autres livres de développement personnel parce qu'il est très fataliste, très cartésien et a tendance à se concentrer sur le négatif comme une norme que l'on doit accepter. De toute façon, tu vas souffrir, alors pourquoi tu veux avoir mal? Je suis prête à souffrir. Alors, on a tous notre propre définition de la souffrance. Elle n'est pas universelle, chacun souffre à sa manière. Mais voilà, moi je suis prête à souffrir pour qu'on me dise merci, je vais mieux. C'est un peu le schéma du sauveur, ça c'est personnel, il y a plein de schémas. Je vous parlerai d'un autre livre qui a été super intéressant, c'est le pourquoi j'ai envie de souffrir. Maintenant, à toi de te demander ça, et en te posant cette question, eh bien ça va mettre en lumière ce qui compte le plus pour toi. L'oignon de la conscience de soi. Je pense que c'est le passage le plus important de tout le livre. Enfin, tout du moins, c'est ce que j'ai le plus retenu. La conscience de soi est à l'image de l'oignon. Elle présente de multiples sous-couches et plus tu soulèves, plus tu augmentes tes chances de te mettre à pleurer de manière intempestive. Voilà, ce livre est toujours extrêmement positif. La première couche de l'oignon de la conscience de soi, c'est l'appréhension basique de tes émotions. C'est quand je me sens heureux. C'est quand je me sens triste. Ça me donne de l'espoir. Cependant, beaucoup de gens, dont je suis, galèrent même à ce niveau élémentaire de reconnaître ses émotions. Et dans le livre, il donne l'exemple classique, je pense qu'on a tous vécu, celui d'un couple qui se parle. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas pas bien? Non, rien, ça va. T'es sûr, ça va? Mais oui, ça va, je te dis. Et une demi-heure plus tard, la personne explose. Alors, c'est un problème de communication, sûrement, mais c'est également un problème de conscience de soi, de conscience de ses émotions. On a tous comme ça des angles morts émotionnels. Le plus souvent, ils renvoient aux émotions que l'éducation t'a appris à réprimer parce qu'elles sont jugées malséantes. Je discutais la dernière fois avec un ami brésilien qui me disait que dans sa culture, un garçon qui pleure, un garçon qui est triste, un garçon qui se sent mal, c'est un aveu de faiblesse. Donc, on lui a toujours appris, son père l'a éduqué, de cette manière-là, tu dois pas admettre que tu es triste. Donc c'est plus dur pour lui d'avoir conscience qu'il est triste étant donné que l'éducation lui a appris quelque chose de complètement différent ou tout du moins lui a montré que c'était à réprimer. La deuxième couche, c'est la capacité à te demander pourquoi tu ressens certaines émotions. Leur importance tient à ce qu'elles éclairent la manière d'évaluer l'expérience, de la percevoir comme un succès ou comme un échec. Pourquoi tu es en colère? Parce que tu as raté ton objectif? Pourquoi tu te sens complètement à plat? Parce que tu te sens pas à la hauteur? Et ça, c'est déjà un petit peu plus dur, mais encore plus difficile. Il existe une autre couche, plus profonde encore de la conscience de soi, celle de nos valeurs perso. Pour quelle raison est-ce que je considère telle expérience comme un succès ou comme un échec? Sur quels critères je me base? Selon quels critères est-ce que je me juge et je juge les autres autour de moi? Nos valeurs déterminent la nature de nos problèmes et ceux-ci définissent à leur tour la qualité de notre vie. Tes valeurs sont au fondement de qui tu es et de tout ce que tu fais. Donc je voudrais vous inviter à faire un exercice qui dans la forme est très simple mais dans le fond l'est un petit peu moins. Tu prends une feuille, un crayon et tu écris toutes les valeurs qui sont les plus importantes pour toi. J'ai noté mes valeurs fondamentales pour vous inspirer dans la forme parce que c'est vrai que si tu notes comme valeur la famille, qu'est-ce que ça signifie la famille? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Donc je voulais partager quelques-unes de mes valeurs avec vous. Je suis une personne disciplinée et rigoureuse dans mon travail. Je fais passer ma famille avant tous les autres individus. Je considère que mon couple est prioritaire sur mes amis. Je suis une personne fiable qui honore chacun de ses engagements. Je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Je suis responsable de la vie que je mène. Voilà quelques-unes de mes valeurs simplement pour vous inspirer dans le format. C'est pas obligé d'être une suite de tirets avec juste un mot. Ça peut être aussi comme ça un petit peu des phrases d'affirmation qui permettent à la fois de renforcer nos valeurs mais aussi de les découvrir. Et pourquoi c'est important de connaître nos valeurs? C'est parce que ça nous recentre sur ce qui compte le plus pour nous lorsqu'on se sent un petit peu perdu, un petit peu éparpillé, un petit peu déconnecté en fait de notre propre réalité, de nos propres objectifs. On relit cette liste de valeurs et on voit si on est en adéquation avec ça. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que de mon expérience, je me suis rendu compte qu'à force de relations toxiques
que ce soit amoureuse ou même amicale, que le problème principal venait du fait qu'on partageait pas les mêmes valeurs. Ça crée de la déception, de la frustration, de la colère, de la tristesse, mais tu peux pas imposer tes propres valeurs aux autres. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est de trouver une personne, non pas qui te ressemble, c'est pas ça le but, mais une personne qui partage les mêmes valeurs piliers, les mêmes valeurs fondamentales que les tiennes. Si tu es avec une personne, par exemple, je reprends mes valeurs, je considère que mon couple est prioritaire sur mes amis. Si j'étais avec un homme dont la valeur était l'inverse, pas forcément l'inverse, mais qui considérait que ses amis avaient plus d'importance pour lui que son couple, ça pourrait pas bien fonctionner parce que pour moi c'est une valeur fondamentale. Donc s'il ne considère pas le couple comme je le considère, au bout d'un moment ça va créer des frustrations, des colères, de la tristesse et tout ce que je vous disais avant. Peut-être que vous allez avoir du mal à trouver vos valeurs. C'est pas un exercice facile du tout. Je vous dis, dans la forme c'est facile, mais dans le fond c'est un petit peu plus compliqué de s'interroger. Et dans ce cas, écrivez vos problèmes. Je voudrais m'appuyer sur un exemple donné dans le livre qui permet justement de découvrir ses valeurs grâce aux problèmes de sa vie et à travers des questions qu'on se pose rarement, voire jamais. Les problèmes peuvent bien être inévitables, le sens de chaque problème, lui, ne l'est pas. Et on contrôle le sens des problèmes en question précisément à partir de la manière dont on choisit de les penser et du critère qu'on choisit pour les évaluer. L'auteur donnait l'exemple « ça me gonfle que mon frère ne réponde pas à mes textos ». Pourquoi? Parce que ça lui donne l'impression que son frère n'en a rien à faire de lui. Pourquoi ça lui semble vrai? Eh bien parce que s'il tenait vraiment à lui et à leur relation, il prendrait 10 secondes pour répondre à son SMS. Pourquoi il ressent l'absence de réponse de son frère comme un échec? Parce que des frères, c'est censé être en bons termes. Pourquoi ça lui semble vrai? Parce qu'ils sont censés compter davantage que les autres personnes de notre entourage. Et pourquoi ça aussi ça lui semble vrai? Parce qu'il est normal et sain d'être proche de sa famille et que c'est pas le cas avec la sienne. Et en se posant toutes ces questions pour vraiment aller au fondement profond de sa pensée, il a découvert une de ses valeurs fondamentales: être proche de sa famille. Donc voilà, c'est comme ça qu'en identifiant ces problèmes et en se posant la question pourquoi je pense ça, pourquoi ça me semble vrai, pourquoi ça me semble vrai, pourquoi, à force on arrive à creuser un petit peu plus et à arriver à la valeur qui est à l'origine de ce qu'on pense être un problème pour nous. L'auteur nous parle ensuite des fausses valeurs, des valeurs qu'on croit importantes mais qui sont en réalité comme des pièges. On se concentre dessus alors qu'elles ne sont pas justes. Alors je vais pas toutes vous les citer, simplement une ou deux. Celle-ci est très à la mode en ce moment. Restez positif quoi qu'il arrive. Je trouve personnellement que ça peut être une bonne valeur et d'ailleurs je pense que c'est une de mes valeurs, mais ça dépend de son niveau de conscience personnelle. Et d'ailleurs il existe 8 niveaux de conscience. Si ça vous intéresse d'écouter un podcast là-dessus, de regarder une vidéo YouTube. Mark Manson justifie en disant: à vouloir rester à tout prix positif dans toutes les situations, tu finis par nier l'existence même de tes problèmes, te privant de l'occasion de les résoudre. Or, ce sont eux qui confèrent du sens à la vie. Et je voulais absolument relever ce passage parce que c'est, à mon sens, la définition parfaite de ce qu'on appelle en ce moment la positivité toxique. C'est se mettre des œillères et considérer que peu importe ce qu'il t'arrive, tout va bien. Et même si ça fait mal, même si ça fait très mal, on peut en tirer du positif. Et ça, je trouve que c'est effectivement un comportement assez autodestructeur. Tu perds un proche dans un accident, y a rien de positif là-dedans, même en cherchant bien. Mais je reste en désaccord avec Mark Manson sur ce point. Je dis pas qu'il a tort, je dis que je ne suis pas personnellement d'accord avec ce point-là, car selon mon expérience, il n'y a rien de négatif à vouloir être positif. Et je pense qu'il y a une confusion que j'ai mal compris. Être positif, ça signifie pas vivre au pays des bisounours, toujours aller bien et ne pas avoir de problème. Non. Pour moi, être positif, ça signifie reconnaître qu'on a des moments difficiles et même de gros problèmes parfois, des trahisons, des événements horribles comme tout le monde, mais ne pas rejeter ces émotions négatives de tristesse, de colère, de frustration, les accepter, les accueillir, mais décider que ces émotions ne sont que de passage. Mes émotions négatives sont en moi, elles me touchent, mais elles sont en CDD.
Elles sont de courte durée et je ne les laisserai pas me ronger de l'intérieur parce que je veux aller mieux. Car je sais que c'est comme ça que je suis la plus heureuse. Et je pense que j'ai eu l'exemple de mon grand-père qui m'a beaucoup montré ça, qui m'a vraiment appris ça, que même s'il t'arrive des choses tragiques, tu dois pas laisser les émotions négatives te ronger de l'intérieur et tu dois décider d'aller mieux. Parce que c'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Le bonheur, ça se travaille et ça, j'en suis convaincue. Être positif quoi qu'il arrive, c'est pas nier l'existence de ces problèmes, c'est les reconnaître et décider activement qu'ils ne vont pas prendre possession de notre vie, ni de notre capacité à être heureux. C'est pour ça que la valeur qui me définirait davantage et que je trouve personnellement plus juste par rapport à mon expérience, c'est pas rester positif quoi qu'il arrive, c'est décider de ne pas rester négatif trop longtemps. On me reproche parfois dans mes commentaires, pas tout le temps, mais ça m'arrive, de ne pas être légitime pour parler de bonheur parce que je n'ai pas vécu de grosses galères et que je suis bien née. Alors déjà, on n'en sait rien. Je ne parle que de ce dont j'ai envie de parler et je montre que ce que j'ai envie de montrer. Mais la question n'est pas là. Il faut vraiment essayer de ne pas minimiser les problèmes des autres en pensant que les tiens sont pires. Ça me fait exactement penser au chapitre 3. La vérité, c'est qu'un problème personnel, ça n'existe pas. Si tu as un problème, dis-toi bien que des millions de gens l'ont eu avant toi, l'ont en ce moment ou l'auront demain. Et des gens que tu connais. Ce n'est pas pour minimiser ton problème ou pour nier que tu puisses en souffrir que je dis ça. Ce n'est pas non plus pour prétendre que tu n'as pas le droit d'être victime de temps en temps. C'est juste pour t'expliquer que tu n'as rien d'extraordinaire, vois-tu. On a tous tendance à se trouver spécial, particulier, au moins sur un point. Dans mes DM, je vois énormément de personnes qui essaient justement de me parler de ce point de singularité. Par exemple, je suis hypersensible, je suis haut potentiel intellectuel, je me suis toujours sentie à part, et c'est peut-être vrai, hein, bien sûr. Mais il faut reconnaître qu'on cherche très souvent une raison, non seulement pour se sentir différent parce que ça nous rassure de sortir un peu du lot, d'avoir un truc en plus que les autres, mais ça nous donne aussi une raison de nous sentir au contraire victimes de cette même différence quand ça nous arrange, pour pouvoir justifier certains actes ou certaines pensées. Non, désolée, je peux pas venir à cette soirée parce que je fais de l'anxiété sociale. Peut-être que c'est vrai, mais si tu rencontres la même personne, ça va renforcer cette crainte. Dans la majorité des cas, la vraie raison, arrête de te mentir, c'est que t'es juste plus heureuse sous un plaid, bien au chaud chez toi, en train de regarder une bonne série. Sois juste honnête avec toi-même, c'est pas grave de pas aimer les soirées. Tout ça pour dire, comme l'a dit Mark Manson, qu'on n'est pas exceptionnel, que tout le monde a des problèmes, et même les multimillionnaires ont des problèmes de multimillionnaires. C'est pas pour autant que ce sont des problèmes moins grands que les nôtres, mais on les imagine pas parce que justement ils sont trop loin de notre propre réalité. Si tu te morfonds dans ta situation actuelle, c'est probablement parce que tu as l'impression que tu n'en détiens pas le contrôle total. Quand c'est toi qui choisis tes problèmes, tu te sens fort. Dès lors qu'on te les impose, tu te vois comme une malheureuse victime. On ne contrôle certes pas toujours ce qui survient, mais on contrôle toujours le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive et la façon dont on réagit. Et lorsque j'ai lu ça, ça m'a immédiatement fait penser à l'exemple hyper visuel que Tony Robbins avait donné dans son livre Pouvoir illimité. Deux enfants sont en train de jouer dans la mer, une grosse vague arrive et les ensevelit. Lorsqu'ils ressortent, il y en a un qui est mort de rire et un autre qui éclate en sanglots. Pourtant, ils ont vécu exactement la même situation, la même vague. Mais en réalité, ils ont vécu une expérience complètement différente. Car notre réalité est basée sur notre perception, sur la vision que l'on porte aux événements. Même si tu te fais écraser par une voiture de clown et uriner dessus par une bande de gamins, il te revient pleinement de porter un regard sur le sens de cet épisode et de choisir la manière d'y réagir. C'est ta responsabilité. Alors mets-toi bien ça dans la tête. Tu fais tout le temps des choix, que tu le reconnaisses ou pas, tout le temps. Oui, mais quand même, c'est pas ma faute si je subis ça. C'est vrai. Et justement, Mark Manson fait une distinction à laquelle j'avais jamais pensé et que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Ne confonds pas responsabilité et faute. On est constamment responsable d'expériences qui ne sont pas de notre faute. Ça fait partie de la vie. La faute se conjugue au passé. La responsabilité, elle, se conjugue au présent. La faute découle de choix qui ont déjà été faits. La responsabilité résulte de choix que tu es en train d'effectuer, chaque jour, à chaque seconde. Dans l'évaluation de tes expériences, c'est toi-même et personne d'autre
qui fixe le curseur. Et une autre, revendiquer la responsabilité de ses propres problèmes est une autre paire de manches. Mais les enseignements qu'on en tire sont extrêmement précieux. C'est par là que tu corriges tes travers. Se contenter d'accuser les autres, c'est se faire du mal à soi-même. Un point, c'est tout. Il est un peu dur, Mark Manson. C'est pour ça que je le trouve un peu brutus. Mais il n'a pas tort. C'est pas de ta faute ce qui t'arrive, mais c'est ta responsabilité de le voir de la manière que tu as envie de le voir. Un peu partout, on t'abreuve de « fais-toi confiance »,« vas-y au feeling »,« fais comme tu le sens » et autres formules toutes faites pour rajouter une couche de pommade. Je préconise au contraire de se faire moins confiance. Car après tout, si nos cœurs et nos esprits sont si peu fiables, n'est-il pas plus pertinent d'interroger davantage nos intentions et nos motivations? Et puisqu'on se plante tous, perpétuellement, la voie la plus raisonnable pour progresser ne serait-elle pas la pratique du doute, de la mise en question systématique de nos convictions et de nos hypothèses? Une telle démarche autocritique peut apparaître autodestructrice. Je pense qu'il s'agit au contraire d'une option libératrice. J'ai choisi ce passage car je suis à la fois d'accord et un peu agacée. Je suis à 100% d'accord sur le fait qu'il faille faire intervenir la raison et ne pas compter uniquement sur nos émotions qui sont souvent biaisées, notamment par la non-satisfaction de nos besoins primaires. Par exemple, si je ne dors pas, je vais avoir tendance à surinterpréter des mots. Nos émotions sont vraiment impactées par des tonnes de choses et elles sont en perpétuelle fluctuation. Ça ne veut pas dire que tu es lunatique ou quoi que ce soit, c'est tout à fait humain et normal. Maintenant, j'émets des réserves quant au questionnement systématique de nos convictions et de nos hypothèses, comme il le dit, comme option libératrice, selon Mark Manson. Je trouve simplement qu'il manque un peu de nuance, le garçon. On voit la forte influence de Descartes sur Mark Manson. On peut très facilement rapprocher ça du doute cartésien, mais il a tout à fait raison, enfin je trouve qu'il a raison en disant que l'incertitude est à la base du progrès et de la croissance. Qui croit tout savoir n'apprend rien. Mais il ne faut pas tomber dans les extrêmes et accepter aussi de se laisser vivre, tout simplement. De pas toujours tout remettre en question, tout t'analyser. Oui, je suis sortie avec des mauvais garçons car à cette époque, je ne pesais pas le pour et le contre, je ne faisais pas intervenir la raison et je me mettais en couple simplement parce que il m'attirait, je le trouvais intriguant, je trouvais ceci, cela, uniquement basé sur mes émotions donc. Donc oui, je suis sortie avec de mauvaises personnes, mais si je n'avais pas fait ça, eh bien je serais encore au niveau 10 sur 10 de la naïveté, tu vois. Donc ça m'a quand même appris des choses, j'en ai tiré des leçons. Et aussi tout remettre en question comme ça, douter de chacun de ses choix. Je trouve que ça participe aussi au manque de confiance en soi, à la peur de la prise d'initiative, peur du changement et de l'action de manière globale. Et en recherchant constamment la certitude, on renforce notre sentiment d'incertitude. C'est pour ça que je trouve plus humain et plus sain de nuancer, de se faire confiance quand même, d'écouter son instinct, d'écouter son intuition dans la vie de tous les jours. Et pour les décisions vraiment importantes, oui, de faire appel à la raison, de se demander si on fait le bon choix, de se questionner et de ne pas y aller quand même la tête la première, le nez au vent, ouais, vous voyez ce que je veux dire, mais d'être plus dans la nuance. Mark Manson nous parle ensuite d'engagement et j'aime beaucoup sa vision, donc j'aimerais vous la partager. J'ai découvert qu'il y a de la liberté et une libération dans l'engagement. J'ai trouvé davantage de perspectives et de bons côtés à rejeter les autres possibles, les distractions, pour me focaliser sur ce que j'avais choisi et qui comptait pour moi. L'engagement rend libre parce qu'on n'y est plus distrait par ce qui relève de la vanité, parce qu'il aiguise l'attention et la capacité de concentration, les orientant vers ce qui est susceptible de nous épanouir. Il facilite la décision, faisant taire la crainte de passer à côté des choses. En outre, l'engagement concentre l'énergie sur quelques objectifs prioritaires vers un degré de réussite plus élevé que celui qu'on aurait atteint en se dispersant. En ce sens, le refus des alternatives et de l'élargissement perpétuel du spectre au détriment de l'approfondissement s'avère libérateur. Oui, élargir le champ des expériences est probablement nécessaire et souhaitable au cours de la jeunesse, car après tout, il faut bien sortir de son univers et découvrir dans quoi il semble valoir la peine de s'investir.
mais c'est en profondeur qu'on enfouit le trésor. C'est là qu'il nous appartient de creuser pour le dégager. Ça se vérifie dans les relations, dans le boulot, dans le style de vie, dans tout. C'est un long extrait, mais je trouve sa pensée est extrêmement juste sur ce point. Je voulais le partager parce que j'ai beaucoup aimé le lire. Et vous pourrez le faire lire aux mecs qui disent qu'ils ne veulent pas s'engager car ils veulent garder leur liberté. Et dernier point de cette vidéo que je voulais absolument partager avec vous, envolée avec lui, l'amitié de Josh laissait un vide immense. Ce même été, je me trouvais chez ma mère, assis sur le canapé, apathique et le regard perdu, quand soudainement j'ai pris conscience que si je n'avais aucune raison de faire quoi que ce soit, je n'avais pas davantage de raison de ne rien faire. Que face à quelque chose d'aussi inévitable que la mort, je n'avais en rien à céder à la peur, à la gêne ou à la honte, puisque de toute façon, tout ça, c'était du vent. Et qu'en passant l'essentiel de ma courte vie à esquiver tout ce qui m'était pénible et inconfortable, j'évitais en fait tout simplement de vivre. J'ai lu dernièrement ou écouté dans un podcast que tout ce qu'on voulait profondément était en réalité de l'autre côté de notre peur. Tout le monde le dit, il se passe rien de nouveau dans ta zone de confort. Et en sortir est la meilleure décision pour avancer vraiment. J'ai bien aimé sa vision un petit peu fataliste. Voilà, on va tous mourir de toute façon. Alors la honte est ridicule par rapport à quelque chose d'aussi inévitable et grand que la mort. Arrêtons de vivre en pensant à la manière dont les autres nous perçoivent, car ça nous empêchera de vivre tout court. Et je terminerai par cette phrase, mais la réalité est là. Si tu as l'impression que c'est toi contre le reste du monde, il y a des chances pour que ce soit juste toi contre toi-même. Ma batterie s'est coupée, mais je voulais vous dire au revoir convenablement, même si ça n'a pas été mon livre de développement personnel préféré. Je vous invite quand même à le lire parce que voilà, la vision est complètement différente de celle qu'adoptent en général les auteurs de ce thème-là. Si vous en avez d'autres à me recommander sur l'épanouissement personnel, le développement personnel, n'hésitez pas parce que je suis friande de ce genre de contenu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce format, comment je pourrais l'améliorer, bien sûr dans la bienveillance, dans la gentillesse. Je vous embrasse très fort, on se rejoint tout de suite sur Insta ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!